aura une petite partie questions-réponses et on pourra échanger là-dessus du coup pour la fin du webinaire. On voit que les gens s'inscrivent progressivement. Allez, on attend encore 30 secondes et puis on va attaquer. Allez, je vous propose qu'on attaque. Je vais partager du coup l'écran. Ça va me donner la possibilité de me présenter. Allez, c'est parti. Voilà. Voilà. Alors, donc je me présente. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse faire effectivement un webinar sur comment recruter efficacement. On va après rentrer dans le détail. Je vais vous présenter le sommaire de ce webinar. En quelques mots, donc, qui je suis? Moi, je suis directeur du cabinet de recrutement Work&You, basé personnellement sur Agen. Et puis Work&You, très, très rapidement, nous sommes un cabinet de recrutement national spécialisé dans le recrutement prédictif. Et on est aujourd'hui entre 25 et 30 collaborateurs répartis en France sur 9 agences et on fait à peu près à l'année 500 recrutements. Donc, le sommaire du webinaire, alors il va être très dense puisqu'il y a quand même pas mal de sujets. L'idée, c'est vraiment de vous donner un maximum de conseils, de tips pour que à l'issue de ce webinaire-là, à l'issue des 45 minutes et puis de l'heure d'échange, que vous puissiez chacun avoir voilà, des conseils, des tips et que vous puissiez chacun vous dire, bon, à la fois, je n'ai pas perdu mon temps, ce qui est l'objectif aussi. Et puis, il y a peut-être des choses que je faisais peut-être différemment et ce webinaire m'a permis peut-être finalement d'apprendre des choses et de structurer peut-être différemment toute mon approche sur le recrutement. Donc, on va parler du contexte du marché de l'emploi actuellement en 2022, qui est un contexte un peu, je dirais, très compliqué. On va aborder aussi comment attirer les collaborateurs. On va parler de tout ce qui est marque employeur et d'image employeur. Comment recruter aussi, on va vous dire comment nous on procède et quelles sont, je dirais, les différentes étapes du recrutement et puis aussi comment fidéliser des collaborateurs. Alors, le contexte actuel, je vous ai partagé ici un graphe qui a été fait par Indeed qui montre la chute brutale du nombre de recrutements au début du Covid. Donc, en fait, on est à 0%, qui est le référentiel, je dirais, en mars 2020. Et puis, on voit l'évolution du nombre de recrutements, du nombre d'offres d'emploi. On est dans un niveau record d'offres d'emploi publiées sur Indeed. On voit qu'on est à plus de 35-40% d'offres d'emploi supplémentaires par rapport à février 2020. Donc, on voit qu'il y a une vraie reprise économique aujourd'hui en France et ce qui crée évidemment de la tension aujourd'hui sur le marché de l'emploi. Il y a des disparités par famille de métiers. Alors, je vous en ai partagé quelques-unes. Pareil, on retrouve notre référentiel à zéro en février 2020 et puis on voit en fonction des secteurs d'activité, en fonction du secteur de la pharmacie, des ressources humaines, du BTP, des soins médicaux à domicile par exemple, du domaine de la pharmacie, on a pareil des évolutions et des disparités par famille de métiers. Donc, ce qu'on peut noter, c'est qu'effectivement, on a des tensions qui peuvent être plus ou moins importantes en fonction des secteurs d'activité, en fonction des familles de métiers. On a aussi des disparités par région. L'Île-de-France est toujours en retrait. Alors, l'Île-de-France est en retrait parce que le marché de l'emploi en Île-de-France était déjà très actif. Donc, la variation est moindre, mais on voit effectivement en fonction des régions, en Normandie, Grand Est, Centre-Val de Loire, etc., quand il y a des fortes disparités, en Corse aussi, en Nouvelle-Aquitaine. Voilà, c'est la variation, ce que vous observez là, c'est la variation entre, pareil, le 1er février, donc au moment juste avant le Covid, et puis le marché voilà, à décembre 2021. Donc, il y a une évolution en moyenne, aller aux alentours des 30%, en fonction des régions. Quelles sont les prévisions sur 2022? Donc, une étude de l'APEC nous montre que malheureusement,
je dirais, ou peut-être heureusement pour les candidats, puisque finalement, cette situation les favorise. Mais en tout cas, pour les entreprises, c'est vraiment compliqué aujourd'hui de recruter. Les difficultés de recrutement vont rester fortes, vont nécessiter quelques ajustements, mais effectivement, aujourd'hui, le marché de l'emploi, nous, on le vit au quotidien, hein, le marché de l'emploi reste compliqué et ça oblige effectivement à réfléchir aux différents aspects qu'on va voir juste après, à savoir la capacité à attirer des profils, la capacité à bien recruter, en tous les cas, avoir une méthodologie sur la partie recrutement, et puis la capacité derrière, évidemment, à fidéliser les collaborateurs, puisqu'on le voit aujourd'hui, on est vraiment dans un contexte de chasse au talent et les entreprises essayent autant que possible de garder leurs collaborateurs. Il y a des difficultés aussi qui peuvent être, alors ça j'avais récupéré cette présentation de la BPI, puisque les difficultés peuvent être à la fois structurelles sur certains métiers. Là, en particulier, on parle de l'informatique, voilà, les métiers de l'informatique sont très compliqués aujourd'hui. Il y a certains secteurs qui peuvent manquer d'attractivité, l'industrie, le BTP, la localisation géographique évidemment aussi, en fonction des situations géographiques, on peut avoir plus ou moins de difficultés en fonction des territoires, en fonction effectivement d'aspects frontaliers. Quand on recrute par exemple en limite de la Suisse, c'est particulièrement compliqué. Il y a des nouvelles exigences aussi des candidats. Alors, on va en parler tout à l'heure. On va parler de télétravail en particulier. Et puis, la taille des entreprises. La taille des entreprises, il y a des vrais enjeux aujourd'hui. On va parler aussi des nouvelles générations qui ont besoin de sens aujourd'hui et quelles sont aussi les pratiques RH associées à ces entreprises. Alors, comment attirer de nouveaux talents? Je laisse Anna, du coup, lancer le premier sondage sur comment avez-vous déjà entendu parler de marque employeur? Je te laisse, Anna, prendre la main. Oui, donc voilà, on va vous laisser quelques secondes pour pouvoir répondre au sondage et ensuite je vais publier les réponses. Alors, du coup, on voit qu'à 100%, tout le monde en a déjà entendu parler, donc c'est déjà une bonne chose. On va pouvoir un peu approfondir cette thématique. Bon, c'est déjà une bonne chose, effectivement. Alors, on va parler de marque employeur et puis on va parler aussi d'image employeur. Il y a une petite nuance qu'on va détailler juste après. Bon, la marque employeur, si vous connaissez, on a essayé de donner une définition de la marque employeur, mais bon, si la plupart d'entre vous connaissez, c'est très bien. C'est un ensemble d'actions et de leviers marketing pour rendre l'entreprise attractive aux yeux des futurs collaborateurs et pour fidéliser les salariés actuels. Voilà, donc c'est vraiment toute la communication qu'on va mettre en œuvre. Et après, on va le détailler dans la présentation. C'est vraiment toute la communication qu'on met en œuvre de façon justement à pouvoir rendre l'entreprise attractive. Nous, on différencie de la marque employeur de l'image employeur. Alors, qu'est-ce que l'image employeur? C'est la perception qu'ont les collaborateurs de l'entreprise une fois qu'ils sont intégrés. Donc, l'image employeur est l'image réelle perçue par les collaborateurs de l'entreprise. Elle est liée évidemment à la culture de l'entreprise, aux valeurs, et évidemment, l'ensemble des équipes managériales et RH sont associées à l'image employeur et sont complètement acteurs et ceux qui sont proactifs dans la mise en place de cette image employeur. Donc souvent, alors je dis souvent, il peut y avoir des décalages entre la marque employeur et l'image employeur. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est finalement entre la communication qu'on va faire, communication, je dirais un peu institutionnelle qui va permettre d'attirer. Il faut évidemment que, dans la mesure du possible, que cette marque employeur soit au plus proche de l'image employeur. Stratégie de communication. Et évidemment, il y a les réseaux sociaux, LinkedIn et Facebook, on va le détailler par la suite.
Vous avez des outils du type des médias nationaux comme TF1, etc., Welcome to the Jungle, possibilité de faire des webinars, ce que l'on fait nous aujourd'hui, possibilité de faire des podcasts, voilà, des sites aussi spécialisés métiers. Voilà, on va détailler tout ça par la suite. Alors, LinkedIn et Facebook, déjà, on est sur des cibles qui sont différentes, hein. On est sur des médias, sur des réseaux sociaux qui sont différents. Voilà, si vous n'avez pas aujourd'hui de page entreprise sur LinkedIn, ce que vraiment on vous conseille, c'est déjà d'avoir une page entreprise. Et si vous en avez une, c'est de pouvoir, on va le détailler par la suite, c'est de pouvoir l'animer et c'est de pouvoir effectivement avoir une page qui vit et mesurer finalement l'impact que l'on peut avoir au travers des publications. Facebook, c'est pareil. Encore une fois, on est sur des sites qui sont différentes. Donc, dans les conseils, dans les tips qu'on peut vous donner, c'est si vous n'avez pas aujourd'hui de community manager dans votre entreprise, c'est vraiment d'avoir quelqu'un qui va s'occuper. Alors, ça peut être un poste complètement dédié, tout dépend de la configuration de votre entreprise. Ça peut être un poste complètement dédié ou ça peut être quelqu'un qui peut être déjà sur des fonctions liées à la communication et qui, en même temps, va être en charge de l'animation de ces réseaux sociaux. Voilà. Et l'idée derrière, c'est de créer un calendrier de diffusion. On va vous partager, j'ai fait une copie d'écran du note de façon à ce que vous puissiez voir comment on fonctionne. Et c'est de créer un calendrier de diffusion de votre communication sur chacun des canaux avec la date, l'heure, le sujet et puis évidemment toutes les statistiques que vous avez à l'issue de cette diffusion-là. Alors, on précise bien la date et surtout l'heure parce que en fonction de LinkedIn et Facebook, il y a des préconisations qui sont, voilà, il est peut-être plus pertinent, je vous dis une bêtise, de diffuser peut-être sur LinkedIn le mardi matin à 8 h et peut-être sur Facebook le mercredi après-midi, par exemple, à 17 h. Donc voilà, donc ça c'est pareil, c'est des sujets qu'il faut être capable d'aborder de façon à être le plus précis possible dans ces publications. La communication locale, alors là je parle en particulier du Sud-Ouest. Nous, on a des médias locaux qui sont le Sud-Ouest, par exemple, hein, la Dépêche ou le Kidam. Et ce qu'on vous conseille aussi, c'est dès que vous avez au sein de votre entreprise, alors vous voyez, moi je partage là une publication. L'année dernière, on a eu la chance de faire partie des 100 meilleures cabines de recrutement en France. L'idée, ça a été de communiquer. On a été faire un communiqué de presse qu'on a partagé à l'ensemble des médias locaux, presse, et puis certains ont pu reprendre cet événement et cette publication qu'on souhaitait partager. Donc voilà, n'hésitez pas à contacter alors la Dépêche, le Kidam ou le Sud-Ouest pour le Sud-Ouest, pour le Sud-Ouest, mais dans d'autres régions, j'imagine qu'aussi vous avez des médias locaux qui vous permettent de communiquer localement. Voilà. Donc, ce que je vous conseille aussi, c'est que dès que vous avez la possibilité de le faire, dès que vous avez un événement au sein de votre entreprise, quel qu'il soit, dès que vous avez la possibilité de parler de vous, voilà, n'hésitez pas à le faire. La communication nationale, alors là, j'ai pris un exemple, c'est 99 Déco, Julien Pascal, qui a eu la chance de passer sur TF1 au journal de 20 h. Il me semble qu'à l'issue, j'en avais discuté avec lui, je crois qu'il a le serveur du site qui avait explosé. Bon, voilà, il y a la possibilité. Alors, si évidemment vous avez la chance de passer au 20 h de TF1, bon, j'ai un petit peu le Graal, mais vous avez aussi, nous, ce qu'on a fait l'année dernière, on a fait aussi une communication nationale. Vous avez aussi des agences qui sont spécialisées, qui permettent de mettre en place une communication au niveau national et d'aller éventuellement sur des plateaux télé, sur la région parisienne, de façon à faire des interviews qui correspondent à la fois à votre marque et à votre culture d'entreprise. Il ne faut pas non plus négliger, je dirais, aussi la communication spécialisée, c'est-à-dire que nous, dans notre secteur d'activité, il y a un magazine qui paraît tous les 2 mois, qui est le magazine de l'ANDRH, et donc on a ciblé effectivement ce magazine aussi pour aller communiquer sur cette communication spécialisée qui est vraiment à destination des DRH. Donc voilà, en fonction des secteurs d'activité, très souvent, hein, que ce soit dans le secteur agroalimentaire ou même dans des secteurs d'activité très spécialisés, n'hésitez pas aussi à faire des recherches de votre côté et de façon à identifier quels sont les médias spécialisés dans votre secteur qui vous permettraient potentiellement d'aller communiquer. Voilà. Donc là, vous touchez peut-être un peu moins de monde, mais par contre, les personnes que vous touchez sont vraiment très ciblées par rapport à votre secteur. Et puis pareil, alors investissez, ce que j'appelle investissez dans votre image, c'est d'avoir un site internet, c'est bien, de pouvoir le moderniser. Moi, ce que je vous conseille, c'est tous les 3-4 ans, vraiment d'avoir un site qui est renouvelé, à la fois parce que les technologies du web évoluent,
Et puis, ça permet aussi de moderniser son image, ça permet de revoir éventuellement son logo, de le retravailler un petit peu la charte graphique. Donc voilà, donc, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment d'investir. Ce que j'appelle investir dans votre image, c'est à la fois d'avoir une image qui reste moderne dans le temps. Des fois, il n'y a rien de plus désagréable d'avoir un site qui a 10 ans, qui n'est peut-être pas forcément toujours accessible sur version mobile, ou qui est difficilement utilisable sur version mobile. Voilà, donc voilà, n'hésitez pas à avoir effectivement un site qui reste actualisé et puis aussi avec une rubrique actualité qui est régulièrement mise à jour toutes les semaines avec des articles qui peuvent être repris sur les réseaux sociaux. Voilà. Ce qu'on vous conseille aussi, c'est de donner la parole à vos employés. Aujourd'hui, on le verra sur les nouvelles générations, le fait de casser, je dirais, un peu cette communication institutionnelle qui est faite systématiquement par le service marketing, par le service communication, par la direction, le fait de donner sa parole aux employés, finalement de leur donner, de faire des témoignages, d'avoir peut-être des anecdotes, de pouvoir expliquer le quotidien, dans notre cas, d'un consultant recrutement ou d'un responsable clé, d'un responsable recrutement. Ça permet à la fois de créer de la proximité et puis d'humaniser peut-être un peu plus le parcours. Donner quelque chose, alors là, je vous ai fait une copie d'écran d'une agence de conseil qui, par exemple, sur son site, explique quel est le processus de recrutement chez Exeis Conseil. Vous voyez, donc ça, c'est aussi voilà, vous donner de la transparence sur le processus. Un candidat qui va avoir un processus de recrutement au sein de votre entreprise, il n'est pas pris au dépourvu, il sait comment se passe le processus, il sait quelles sont les différentes étapes, et donc il a une vraie transparence et une vraie lisibilité sur le processus au sein de votre entreprise. La sincérité avant tout, voilà, oser la différence. Chaque entreprise a son ADN, a sa culture. Voilà, n'hésitez pas à faire transpirer. Alors là, c'est un exemple où effectivement, on voit quelqu'un qui est sur un skateboard dans une ambiance plutôt fun, etc. Voilà, si vous avez des vrais axes différenciants, un ADN qui vous appartient, n'hésitez pas à le mettre en avant de façon vraiment à ce qu'on puisse toucher du doigt cette différence-là. Et puis les salariés changent. Moi, je suis de la génération X, mais les nouvelles générations, les générations Z qui ont entre 20 et 25 ans, ils ont des attentes aujourd'hui qui sont différentes. Ils ont besoin de valeurs, enfin de sens des valeurs. Ils ont besoin de transparence. Ce sont des gens qui ont une certaine rapidité de pensée et d'action. Ce sont des gens qui aiment apprendre tout au long de leur carrière. Et ils peuvent avoir aussi de la défiance vis-à-vis de l'entreprise. Ils peuvent aussi renvoyer une image d'impatience. Ils peuvent aussi être exigeants vis-à-vis d'eux, mais vis-à-vis aussi de leur hiérarchie ou de l'entreprise. Donc, nous, ce qu'on vous conseille vraiment, ça rejoint ce que je disais juste avant, c'est apporter de la transparence et puis donner du sens dans les métiers de votre entreprise. Et puis aujourd'hui, un constat qui est clair, hein, les collaborateurs qui font carrière dans une entreprise, c'est de plus en plus rare, puisqu'à la fois, les collaborateurs aiment changer d'entreprise pour justement apprendre, être en permanence en apprentissage. Voilà, donc, il faut accepter aujourd'hui que vos collaborateurs ne resteront peut-être pas 10 ans dans l'entreprise. Ils vont peut-être rester 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et puis, voilà, c'est déjà, je dirais, s'ils arrivent à avoir cette stabilité-là, c'est déjà pas mal. Donc voilà, c'est vraiment accepter que les collaborateurs ne resteront pas trop longtemps dans l'entreprise. Point aussi important qui est, moi je trouve, globalement quand même assez négligé par certaines entreprises, c'est vraiment de travailler finalement sur son image aussi au travers des avis Google. Et puis on va le voir juste après aussi au travers des avis aussi des collaborateurs sur Indeed ou sur Glassdoor. Donc voilà, ce qu'on vous conseille vraiment sur tout ce qui est avis Google, c'est de ne pas attendre justement d'avoir des avis négatifs. Alors si vous en avez, je dirais le postulat un peu de base, c'est vraiment d'y répondre et de formaliser une réponse de façon à montrer aussi à l'ensemble des personnes qui arriveront sur cette page-là que vous êtes actif et que vous donnez du sens aussi s'il y a un retour négatif. Et puis, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment d'être acteur, c'est de ne pas attendre d'avoir des retours négatifs. Vous avez peut-être des collaborateurs qui sont peut-être très corporate, vous avez peut-être des parties prenantes, que ce soit des clients, des prestataires, des fournisseurs, etc. Voilà. N'hésitez pas à les solliciter. Voilà, il faut juste leur donner du sens de façon à ce qu'ils comprennent quel est l'intérêt d'aller mettre un avis. Mais voilà, n'hésitez pas à les solliciter de façon vraiment à être acteur de ces avis-là pour éviter d'attendre d'avoir une autre qui serait moins bonne
et qui du coup pourrait dégrader potentiellement l'image de votre entreprise. Sur Indeed, alors à la différence, hein, sur Indeed, ce sont les collaborateurs de l'entreprise qui là viennent, alors soit dans ceux qui sont actuellement au sein de l'entreprise ou ceux qui sont peut-être partis de l'entreprise et qui ont été anciennement des collaborateurs. Donc pareil, n'hésitez pas aussi à être acteur de ces avis-là, être acteur voilà, de façon à ce que, encore une fois, que la notation soit bonne. Très clairement, quand vous êtes en phase de recrutement et que vous souhaitez attirer des candidats, les candidats viennent voir ces avis-là. Et puis, c'est un élément, alors chacun a sa propre appréciation, mais en tous les cas, ça reste un des éléments qui est important aujourd'hui pour des nouveaux collaborateurs qui souhaitent vous rejoindre. Après, vous pouvez mettre en place de la communication interne. Dans notre cas, par exemple, je vous partage, là, on a mis, nous, en place une newsletter qui s'appelle Work and News, où tous les mois, donc c'est Anna qui anime toute cette partie-là. Tous les mois, donc il y a un point .com, il y a un suivi d'intégration, on peut faire des sondages, on repartage en interne des événements qu'on a pu faire, etc. On a aussi des coups de cœur du mois, soit sur des séries, etc. L'idée, c'est vraiment d'avoir un outil qui vous ressemble, qui vous permette d'être un vrai outil de communication interne, parce que des fois, il y a des informations, même si vous avez des réunions mensuelles ou d'agences, etc., qui peuvent se perdre. Donc voilà, ça permet en tous les cas d'avoir ce suivi-là. N'hésitez pas non plus, si vous avez des certifications, des labels, à communiquer dessus. Vous voyez, alors nous, on a la chance et on a la fierté d'avoir un certain nombre de labels que je vous partage là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait, dans notre métier en plus, qui est un métier qui n'est pas normé, contrairement à certains métiers, comme les avocats, les experts comptables, les notaires, etc., qui ont vraiment des formations, etc., avec… voilà, nous, n'importe qui, finalement, peut se lancer dans le recrutement. Finalement, d'avoir ces reconnaissances-là, ça permet aussi de démontrer la qualité de la prestation, de démontrer la qualité du travail, et puis aussi de la qualité de la vie au sein de l'entreprise. Voilà, qui est aussi un élément aujourd'hui très important pour le choix de vos futurs collaborateurs. L'équilibre vie pro, vie perso, point également aujourd'hui très important. Voilà, si vous avez, on va en parler juste après, dans les processus de recrutement, si vous avez mis en place des spécificités d'entreprise, peut-être des semaines à 4 jours ou ce genre de choses, qui permettent finalement aussi de démontrer à vos collaborateurs que vous vous souciez aussi de leur vie personnelle et d'avoir cet équilibre-là, voilà, n'hésitez surtout pas à le mettre en avant. Aujourd'hui, ça fait partie également des points de motivation, des éléments de motivation des candidats. Et puis un dernier point parce que le fait de mettre en place toutes ces actions-là, il faut pouvoir mesurer quel est l'impact. Est-ce que finalement notre communication, est-ce que tout ce qu'on met en place en termes de marque employeur, est-ce que c'est pertinent? Est-ce qu'on a des retours? Est-ce qu'on a des engagements? Donc là, je vous ai partagé une copie de notre page LinkedIn avec toutes les statistiques, le nombre d'impressions, le nombre de clics, le nombre de partages, le nombre de commentaires, de réactions, etc. Donc, ça vous permet, ça aussi, voilà, de dire, tiens, j'ai fait telle publication qui a plutôt bien marché. Pourquoi elle a bien marché? D'essayer de comprendre. Il y en a une autre qui a peut-être un peu moins marché. Est-ce qu'on le reproduit? Est-ce que c'est un problème lié au sujet en particulier, etc. Voilà, donc, c'est vraiment là ce qui vous permet de mesurer votre communication et votre marque employeur. Je vous partage, là, c'est pareil, une copie d'écran de notre calendrier éditorial où vous voyez, au jour le jour, on va définir, par exemple, le 2 avril à 9 h, on va diffuser une actualité sur les réseaux. Le titre, c'est des leviers 2022 en recrutement, le nombre de likes, le nombre de clics, le nombre d'impressions. Voilà, on retrouve un petit peu ce qu'on avait avant, mais là, ça nous permet, nous, en interne, d'avoir ces éléments-là et puis après de filtrer en fonction des podcasts, en fonction des carousels, en fonction des sondages, etc. Alors, une fois qu'on a travaillé la marque employeur, je dirais c'est une première étape. Derrière, comment on fait finalement pour avoir un processus de recrutement qui soit à la fois le plus professionnel possible et puis le plus fluide, je dirais aussi, auprès des candidats. Donc, deuxième sondage, j'ai laissé à nouveau Anna prendre la main. Quelles sont les difficultés rencontrées dans vos recrutements? Donc, allez-y, vous pouvez commencer à voter et comme tout à l'heure, je publierai le sondage d'ici quelques secondes.
Donc, du coup, on voit que pour la majorité des répondants, les difficultés rencontrées dans vos recrutements, c'était surtout par manque de compétences et ensuite, c'était un problème de rémunération. Et pour 30%, pour l'inadéquation à la culture d'entreprise et les problèmes de situation géographique. Ok, ok. Bon, on va l'aborder de manière un peu plus détaillée, là, en particulier sur la rémunération, la situation géographique, etc. Voilà, on va en discuter de manière plus précise. Alors, premier point, vous êtes dans une configuration, vous créez un nouveau poste, vous êtes dans le cadre d'un remplacement, etc. Ce qui est important, c'est de bien définir ses besoins. C'est le premier point, c'est quels sont finalement, au-delà de l'intitulé du poste, au-delà du salaire, etc., au-delà du statut, c'est quelles sont finalement les missions du poste. N'hésitez pas aussi, si vous avez le départ d'un collaborateur, peut-être pour redéfinir finalement, je dirais un peu le contour des différentes missions, et puis peut-être de réorganiser un peu les choses au sein du service. Et puis après, vous avez évidemment l'intitulé de poste. Est-ce qu'il y a possibilité de télétravail ou pas? Est-ce qu'on met en avant les valeurs de l'entreprise ainsi que la culture? Quelle est la formation académique attendue pour ce poste-là? Est-ce qu'il y a du management ou pas? Etc. etc. Donc voilà, ça, c'est une étape, je dirais, qui est j'allais dire obligatoire. C'est une étape qui est vraiment nécessaire de façon derrière à vraiment bien avancer dans son processus. Point aussi important qui est, je dirais souvent négligé, il faut vraiment, entre guillemets, marketer son offre comme on va marketer un produit pour un client, comme on va marketer un service. L'idée, c'est vraiment de se mettre à la place du candidat et puis se dire, tiens, je suis candidat, je visualise mon offre d'emploi, est-ce qu'elle m'attire? Est-ce qu'elle est suffisamment concise, etc., de façon à ce qu'elle puisse m'attirer moi en tant que candidat pour que je puisse venir dans l'entreprise. Donc voilà, on vous donne 7 conseils, alors qui sont issus, j'avais récupéré moi sur LinkedIn toute une étude qui avait été faite justement sur le marketing de l'offre. Donc déjà, l'idée, c'est de bien rester concis. Il faut considérer qu'aujourd'hui, vous avez la plupart des candidats qui postulent sur leur smartphone. Et dès qu'on a des offres d'emploi qui sont trop longues, au bout d'un moment, voilà, ils ne lisent pas forcément la totalité de l'offre. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est d'avoir des offres d'emploi qui font aux alentours des 150 mots. Ne soyez pas trop familier, sauf si vraiment ça fait partie de votre ADN. Je pense par exemple à Decathlon qui tutoie ses décathloniens. Si c'est vraiment dans l'ADN de l'entreprise, parce qu'une fois que le collaborateur rentre dans l'entreprise, on sait que de toute façon, il va être tutoyé à la fois par la hiérarchie, par les collègues, etc. Bon, voilà, on peut être amené à le faire, mais sinon, voilà, ce qu'on vous conseille aussi, c'est de garder le vouvoiement pour garder vraiment cette approche professionnelle et puis pour garder un petit peu je veux dire, distance, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tous les cas, voilà, de rester dans un cadre professionnel. Dites aux candidats ce qu'ils ont à y gagner. Ce qu'on vous conseille systématiquement, nous, ce qu'on fait systématiquement sur nos offres d'emploi, sauf cas exceptionnel, c'est d'afficher la rémunération. C'est la première chose que vont aller chercher les candidats sur les offres d'emploi. La rémunération, après, évidemment, les qualifications et quelles sont les missions quotidiennes liées au poste. Mais la rémunération, on vous le répète à nouveau, c'est voilà, faut pas hésiter à afficher la rémunération. Vous mettez une fourchette qui soit la plus juste possible pour vous, de façon à pouvoir communiquer ces informations précises auprès des candidats. Ne vantez pas trop les mérites de l'entreprise. Ce qui est, voilà, à vouloir des fois trop en faire, ça permet, comment dirais-je, ça casse un peu le message qu'on peut transmettre. Voilà, il faut donner les choses de manière assez pragmatique, assez synthétique, sans trop. Voilà, il ne faut pas en tous les cas que votre entreprise soit sujet principal de votre offre d'emploi. Définissez les objectifs à atteindre. Par exemple, ça peut être ce qu'on va attendre, je ne sais pas moi, du futur commercial en B2B sur la région parisienne. Ça sera à 6 mois de pouvoir développer le portefeuille à hauteur de 15%, par exemple. Vous voyez, donc là, j'ai pris un exemple sur un poste de commercial parce que c'est plutôt simple, mais sur d'autres postes, sur un poste de responsable production ou autre, voilà, on peut être amené aussi à parler des objectifs. Ça permet, le fait de donner ces objectifs-là, ça permet de donner de la visibilité aux candidats et de les projeter finalement dans le poste. Publiez votre annonce plutôt en début de semaine. Nous, on le sait dans notre métier que les diffusions le lundi, le mardi et le mercredi, mais on vous préconise vraiment de le faire le lundi. On a des taux de retour qui sont beaucoup plus importants et ça permet effectivement d'avoir un peu plus de candidatures. Et puis, encourager la mixité, souvent, ça manque, même si on a l'obligation dans les intitulés de poste de mettre homme-femme. Souvent, dans les descriptifs, c'est un petit peu délaissé. Et l'idée, c'est vraiment de s'adresser à tout le monde, aussi bien aux hommes qu'aux femmes. J'avance un petit peu, je vois que c'est 9h30.
Ce qu'on vous conseille aussi, c'est de faire des réponses systématiques. Alors, j'ai mis sous 48 heures, nous, c'est ce qu'on s'impose, mais c'est déjà, vous faites des réponses systématiques dans des délais qui restent raisonnables, c'est déjà très bien. On vous préconise aussi intégrant, alors si vous passez soit via un cabinet ou sans passer par un cabinet de recrutement, d'avoir en moyenne 3 entretiens. Ce qu'on vous préconise aussi, c'est grand maximum. Alors, ça dépend des postes avec des niveaux de responsabilité importants. On peut avoir des délais et des timings qui sont un petit peu plus longs. Mais entre le moment de la candidature et l'embauche, ce qu'on vous conseille vraiment, c'est voilà, d'être au maximum à 2 à 3 mois, de façon, encore une fois, comme je le dis à la fin, d'apporter de la fluidité dans votre processus. Je passe rapidement tous ces éléments-là, mais effectivement, apporter de la structure à vos entretiens, ça c'est très important parce que dans notre métier, il y a énormément de biais cognitifs dont on a conscience ou qu'on n'a pas conscience. Si vous avez des biais et si vous en avez conscience, n'hésitez pas aussi à faire rencontrer les candidats par d'autres collaborateurs ou d'autres personnes au sein de l'entreprise qui vont être aussi, eux, je dirais, des garde-fous des biais que vous pouvez avoir. On vous conseille aussi de mettre en place un guide d'entretien. Un guide d'entretien, c'est vraiment sa trame. Nous, on l'a. Moi, ça fait 12 ans que je suis dans le recrutement. On peut se dire, bon, au bout de 12 ans, il connaît son métier, mais si, à chaque entretien, j'ai mon guide. Je mène l'entretien, je dirais, de manière très naturelle dans les échanges, mais le fait d'avoir le guide en fil directeur à côté, ça me permet toujours de me dire, est-ce que je n'ai pas oublié des questions? Est-ce que j'ai mis à aborder tous les points qui étaient nécessaires, etc., etc. Point aussi très important, c'est de laisser vraiment les candidats s'exprimer. Souvent en entretien, les DRH, les responsables recrutement, les dirigeants, etc., ils veulent parler d'eux, ils veulent parler de leur entreprise, ils veulent parler de leur culture, de leurs valeurs. Et finalement, on se retrouve des fois, au bout d'une heure, à se dire, bon, finalement, j'ai parlé peut-être 50, 60, 70% du temps, et puis j'ai peut-être pas suffisamment laissé la parole au candidat, et finalement, ça ne m'a pas laissé la possibilité, ça ne lui a pas laissé la possibilité à lui de s'exprimer suffisamment. Voilà, donc ça, c'est vraiment un conseil aussi que l'on donne, de vraiment laisser les candidats s'exprimer. Vous vous présentez 2-3 minutes au début, et puis si pendant les échanges, il y a nécessité à un moment donné de rentrer un peu plus dans le détail de vos valeurs, de la culture du poste, vous pouvez le faire. Mais voilà, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de garder à l'esprit d'avoir une répartition du temps de parole entre 90% du temps pour le candidat et 10% pour vous. À l'issue, présenter les responsabilités associées au poste, proposer éventuellement un échange avec la direction, partager les rôles et les thèmes entre chaque intervenant. C'est ce que je disais à l'instant. Si vous êtes plusieurs, il faut vraiment que chacun, finalement, sache quel va être son rôle lors de l'entretien. Donc, peut-être que le manager, il va valider peut-être les compétences. Les RH vont peut-être valider un peu plus les soft skills et peut-être la partie rémunération, etc. Il faut vraiment qu'il y ait une répartition des rôles. N'hésitez pas, alors ça, on vous le préconise, ce sont des choses qui se font de plus en plus, à mettre en place des mises en situation. Nous, on l'a mis en place, voilà, on a quelques exercices qui permettent de mettre en situation les candidats avant qu'ils intègrent l'entreprise. Il ne faut pas que ça dure une demi-journée non plus, mais voilà, d'avoir quelques exercices qui peuvent durer une demi-heure, une heure, qui vont être sur l'analyse des compétences et sur, par exemple, sur leur capacité à maîtriser des outils informatiques. Faites visiter les locaux, proposez éventuellement un petit déjeuner avec le candidat en cours de présélection. Ça vous permet un petit déjeuner, ça vous permet de voir comment le candidat se comporte dans un cadre complètement différent. Et puis, vous avez aussi les collaborateurs qui sont là, qui vont aussi, avec lesquels il va pouvoir échanger, etc. Et puis, proposer aussi, si vous avez la possibilité, de faire un feedback directement aussi à votre ou vos candidats. Clôturer le contrat, ce qu'on vous conseille, ce n'est pas toujours évident, mais c'est vraiment de faire un choix de conviction pour les deux parties. Il faut vraiment qu'il y ait cette notion de matching. Il faut vraiment que le candidat, pour lui, se dise, tiens, j'ai vraiment trouvé l'entreprise et les missions et le poste qui correspondent à mon projet professionnel. Et de l'autre côté, l'entreprise se dit, j'ai vraiment trouvé aussi le candidat qui va être capable de nous apporter un plus dans l'entreprise, dans ses missions, et qui est complètement en adéquation aussi avec la culture et les valeurs de l'entreprise. Quels sont les leviers de fidélisation des nouvelles recrues? Donc, dernière partie du webinar. Donc, sondage numéro 3, et je laisse Anna prendre la parole. Dans votre cas, pourquoi les personnes embauchées ont-elles pu quitter leur poste? Donc, allez-y, vous pouvez commencer à voter.
Alors, du coup, pour la majorité, c'est une question d'inadéquation avec la culture d'entreprise. Ensuite, le manque de compétences. Sinon, c'est en interne avec l'équipe ou la direction et le feedback. Ok. Alors effectivement, sur la culture d'entreprise, on en parlera, c'est la dernière slide aussi, quel sera le recrutement 2030. Vous verrez que les soft skills prennent de plus en plus de place aujourd'hui dans le processus de recrutement. Et les soft skills, évidemment, l'idée, c'est d'analyser les soft skills, la motivation par rapport à la culture et les valeurs. Donc ça, on en discutera et on rentrera un petit peu plus dans le détail tout à l'heure. Alors, comment on fidélise les collaborateurs? Déjà, qu'est-ce qui les motive, eux, une fois qu'ils sont en poste? Alors, ils sont motivés par la rémunération pour venir dans l'entreprise, mais une fois qu'ils sont dans l'entreprise, la rémunération n'est plus forcément un élément de motivation puisqu'ils ont leur salaire tous les jours, etc. Par contre, nous, ce qu'on précise aussi sur la rémunération, c'est un élément de démotivation. Voilà, s'ils sont amenés à avoir une rémunération qu'ils estiment ne pas être au niveau de leurs compétences, au niveau de responsabilité de leur poste, ça peut être un élément de démotivation qui va les amener progressivement à être à l'écoute, à être en recherche. Par contre, ils sont à 35%. La motivation, elle est vraiment liée à la fois au manager. Donc, c'est vraiment dans la relation avec le manager au quotidien. Voilà, on va le détailler par la suite. Et puis, quelle est dans la relation aussi avec l'entreprise. Est-ce que je m'identifie à l'entreprise? Est-ce que je m'identifie à la culture, aux valeurs de l'entreprise? Hier, j'étais en entretien avec un candidat qui aujourd'hui, alors qui a passé plus de 20 ans dans une entreprise, et aujourd'hui, il est sur le départ, puisque l'ancien PDG, qui était un PDG très charismatique, avec énormément de leadership, n'est plus sur ses fonctions de PDG. La direction, je dirais, nationale de l'entreprise, il fait toujours partie d'un groupe, a été reprise par des actionnaires, donc plutôt des financiers, avec lesquels il s'identifie moins. Et aujourd'hui, très clairement, c'est un élément aujourd'hui qui l'amène à être à l'écoute du marché. Et pour en avoir discuté de manière très claire avec lui, il m'a dit si ce PDG était toujours dans l'entreprise, il y a de fortes chances pour qu'il souhaiterait rester au sein de l'entreprise. Donc, vous voyez, donc la relation que le collaborateur va avoir avec le manager et avec l'entreprise reste aujourd'hui des éléments de motivation très importants pour les collaborateurs. N'hésitez pas non plus à mettre en place un guide d'intégration. Finalement, je viens de faire toutes les étapes, je viens de travailler ma marque employeur, je viens de mettre en place un certain nombre de processus pour pouvoir recruter. On a signé le contrat et puis il arrive dans l'entreprise. Il n'y a rien de plus désagréable d'avoir une vraie rupture de confiance, d'arriver dans une entreprise sans forcément se sentir pas forcément accueilli comme il faut. Donc, ce qu'on vous conseille vraiment, c'est de travailler cette intégration-là. Nous, on a mis en place un guide qu'on pourra éventuellement vous partager si certains le souhaitent. N'hésitez pas à revenir soit vers moi ou vers Anna, de façon à ce qu'on puisse vous partager. Voilà, ça commence même avant que le collaborateur arrive dans l'entreprise, voilà, 2 ou 3 jours avant, lui envoyer un petit mail de façon déjà à lui souhaiter la bienvenue, lui dire que potentiellement vous allez peut-être déjeuner avec lui le premier jour, lui rappeler quelle est l'heure d'intégration le lundi matin, et puis lui dire par exemple comment va se dérouler sa première semaine. Et puis après, l'idée, c'est effectivement sur la première semaine, le premier mois, voire même les 6 premiers mois, quels sont les objectifs, qu'est-ce que vous attendez de lui, de façon à ce qu'il puisse à la fois lui se projeter dans le poste et avoir une vraie transparence et une vraie visibilité sur son rôle dans l'entreprise. Le télétravail, évidemment, enfin je dis évidemment, alors si l'activité de l'entreprise le permet, ce n'est pas forcément le cas de toutes les entreprises, mais les activités de service, ce qui est notre cas, dans les métiers aussi liés à l'informatique, dans les métiers liés à la communication, par exemple, voilà, le télétravail est je dirais, quasiment aujourd'hui indispensable. Donc, quand vous pouvez le mettre en place, n'hésitez pas. Voilà, après, il faut, je dirais, à mettre en place un accord de télétravail. Il y a tout un cadre, évidemment, à bien respecter. Mais quand vous pouvez le mettre en place aujourd'hui, ça reste évidemment un élément de motivation pour les futurs collaborateurs. Alors, j'ai quand même mis les entretiens annuels, même si je pense qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises mènent des entretiens d'évaluation et des entretiens annuels. Voilà, donc ça, c'est pareil, c'est un vrai moment d'échange, une fois dans l'année, d'avoir cet échange entre le manager et puis le collaborateur, de prendre vraiment du recul et de la hauteur sur la collaboration, sur ce qui a bien fonctionné, sur des éventuelles frustrations qu'il y a pu avoir. Sur est-ce que les objectifs ont été atteints, est-ce que voilà, c'est un vrai moment d'échange qui doit être à la fois préparé et puis qui peut voilà, qui est
qui est menée par le manager qui est en place. Ce qu'on vous conseille aussi, nous, ce qu'on a mis en place au sein du cabinet, c'est aussi de mettre en place, moi, ce que j'appelle des entretiens un peu starter, trimestriels, où on a pareil notre trame, mais qui est beaucoup plus allégé. L'entretien trimestriel, il peut durer aussi bien un quart d'heure qu'il peut durer 1 heure, 1 heure et demie, tout dépend des sujets. L'avantage de l'entretien trimestriel, c'est que ça permet vraiment de désamorcer des situations qui peuvent être des fois des situations de conflit, des situations voilà, socialement compliquées, ou même des fois, évidemment, de féliciter aussi si dans le trimestre qui vient de s'écouler, il y a eu un succès ou une réussite. La culture du feedback, on avait mis en place un webinar et je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas vu, à le visualiser également. La culture du feedback, alors, qu'est-ce que le feedback en entreprise? Ça consiste à fournir un retour à une personne ou à une équipe sur un domaine particulier. Par exemple, nous, ce qu'on a mis en place, c'est à chaque entretien trimestriel, on demande aux collaborateurs quels seraient les axes d'amélioration du manager. Donc, ça challenge le manager. Ça lui permet aussi, lui, de se remettre potentiellement en question sur son fonctionnement, sur le management, etc. Et puis, ça permet aussi à ce que le collaborateur, on lui demande son avis aussi sur le management. Et puis, ça lui permet de se sentir écouté. Donc, permettre à l'intéressé de corriger, d'améliorer son approche ou encore de capitaliser sur ses forces. Donc, dans les tips, voilà, permettre aux collaborateurs de les écouter et puis de remettre aussi en question le management. Et puis derrière, éventuellement, de mettre en place de la formation si c'est nécessaire. La formation professionnelle, on l'a vu tout à l'heure sur les attentes des générations Z. C'est un élément qui est très important. Voilà, aujourd'hui, les nouvelles générations ont vraiment le souci de se former pendant tout leur cursus professionnel. Voilà, donc n'hésitez pas, effectivement, c'est pareil dans les entretiens trimestriels, les entretiens annuels, à aborder ces sujets-là. Vous cotisez pour des OPCO, donc il y a des aides, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à le mettre en place. Ça peut être des formations purement professionnelles, puis ça peut être des formations également liées à du développement personnel, par exemple. Alors, on parlait tout à l'heure de relation avec le manager et puis relation avec l'entreprise. J'ai voulu relever trois points qui me paraissent être importants dans la relation entre le collaborateur et le manager. C'est vraiment cette notion de respect aujourd'hui. 54% des salariés ne se sentent pas respectés. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Voilà, cette relation de respect, finalement. Cette notion de délégation aussi. Voilà, l'idée, c'est de passer d'un management traditionnel vers un management agile. Et puis, comme je le disais juste avant, de mettre en place, si évidemment ça vous parle et que c'est dans votre ADN aussi, de mettre en place la culture du feedback de façon aussi à pouvoir challenger les managers et de faire évoluer à la fois les collaborateurs et puis les managers. Et puis, dans la relation avec l'entreprise, aujourd'hui, il y a des sujets, on parle de plus en plus de RSE. Voilà, donc la responsabilité sociétale des entreprises, ça va être un des vrais enjeux, je vais en parler juste après, ça va être un des vrais enjeux des entreprises dans les années qui arrivent. La mise en place, nous on a mis en place par exemple du flex office, si évidemment votre activité le permet, et si à la fois la taille de l'entreprise, alors c'est pas forcément toujours lié à la taille de l'entreprise, vous avez des gros groupes qui ont mis en place, je vous laisse regarder sur Internet, vous faites une recherche flex office en France, vous allez trouver des très belles structures qui ont mis en place ce système-là, qu'il faut bien préparer pour éviter que des gens qui ont l'habitude d'avoir leur bureau se sentent peut-être un peu dévalorisés ou perdent un peu de repères. Et puis aussi, l'idée, c'est aussi voilà, la qualité de vie au travail, c'est aussi quelque chose qui est important, qui est très important, le bien-être des collaborateurs. Et puis, quels sont les enjeux en 2030? Comment les jeunes vont-ils être recrutés d'ici à 2030? Alors ça, j'ai extrait ces éléments d'un article qui est paru sur Les Échos. Alors, l'essor du freelancing, on le voit de plus en plus. C'est déjà le cas déjà depuis pas mal d'années, mais il y a de plus en plus de freelance. On reste persuadé qu'effectivement, dans les années qui arrivent, il y en aura encore de plus en plus. Donc, c'est le marché qui évolue de cette manière-là. Donc, à nous aussi, entreprises, de l'intégrer finalement dans nos modèles, dans nos business models. Dire comment finalement, si je souhaite développer mon entreprise, est-ce que je peux mettre en place travailler avec des freelanceurs, par exemple. L'érosion du diplôme au profit des soft skills, j'en ai beaucoup parlé là dans le webinar. Voilà, l'adéquation de la personnalité, des motivations des candidats avec la culture et les valeurs de l'entreprise, ça c'est quelque chose qui est très important. Le fait d'avoir des entreprises engagées, alors engagées RSE par exemple, on en a parlé juste avant, et puis le recours généralisé à l'intelligence artificielle. Alors, moi, je crois beaucoup à l'intelligence artificielle dans une certaine mesure.
Moi, je crois beaucoup à l'intelligence artificielle, en particulier sur tout ce qui analyse, par exemple, vidéo, de comportement, de traits de personnalité, etc. Je pense qu'on va aller de plus en plus là-dessus. Ça nous permettra d'avoir des éléments de personnalité beaucoup plus précis que ce qu'on a aujourd'hui avec des tests de personnalité. Par contre, on ne remplacera pas l'humain dans le processus de recrutement, l'analyse du consultant, etc. Ça restera pour moi quelque chose qui restera très important. Et puis la massification des CV Tech, on le voit aujourd'hui. Aujourd'hui, nous, dans notre métier, on est amené à de plus en plus chasser, du coup, d'utiliser de plus en plus les CV Tech pour justement aller chercher des candidats, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur Hello Work, sur Indeed, etc. Merci à vous. Je vois que c'est 9h46. Ça a été très dense. J'ai essayé d'être le plus précis possible et de respecter le timing. Voilà. Je laisse la parole du coup à Anna qui a dû normalement récupérer et répondre peut-être à certaines questions en live. Et normalement, elle a dû en garder quelques-unes pour la fin. Oui, du coup, j'ai répondu déjà à quelques questions. Et là, donc, l'onglet est quand même ouvert si vous avez des questions pour la fin de ce webinaire. Nicolas va y répondre ensuite. Donc, on vous laisse poser vos questions dans l'onglet. Est-ce qu'il y en a déjà, Anna, peut-être, qui pendant le… On peut récupérer votre support à l'issue de ce workshop. Oui, oui, évidemment, on vous le partagera. Alors, on peut peut-être, de toute façon, on a la liste de tous les participants. Donc, on regardera peut-être un envoi à l'issue, individuellement ou collectivement, on va regarder à l'issue de la présentation. Également aussi, donc, j'ai vu des questions par rapport à l'enregistrement de ce webinaire. Donc, c'est enregistré et ça sera aussi diffusé sur nos réseaux, donc LinkedIn, YouTube, Facebook. Voilà. Voilà, il y aura un replay, effectivement. Pour ceux qui n'ont pas pu être là, alors vous avez été quand même très nombreux, mais pour ceux qui en avaient plus de 120 ou 130 inscrits, pour ceux qui n'ont pas pu être là, le webinaire sera évidemment visible en replay. Pardon? Non, je ne les vois pas, je te laisse peut-être les… Du coup, ensuite, est-ce que vous pensez qu'il est judicieux de demander un rapport d'étonnement lors de la mise en situation? Alors, ça peut. Le rapport d'étonnement, généralement, alors nous, ça nous arrive. Par exemple, quand on recrute pour des magasins et qu'on a besoin d'être, comment dirais-je, qu'on a besoin finalement que le candidat se projette dans le magasin et puisse être, bien savoir quelle est la configuration du magasin. Souvent, on leur demande de se présenter dans le magasin, de faire le tour du magasin et de nous faire un rapport d'étonnement. Sur les mises en situation, ça peut être le cas aussi. Nous, par exemple, dans notre procédure, on ne fait pas de rapport d'étonnement. Par contre, on leur donne évidemment quels sont les résultats des différents exercices qu'ils ont pu faire. Ensuite, est-ce que, donc vous parliez d'une trame pour les entretiens, est-ce que vous auriez un modèle à partager? Oui, on vous le partagera aussi. N'hésitez pas soit à nous contacter en message privé, à Anna ou à moi. C'est vrai qu'on n'a pas partagé nos adresses mail. Peut-être tu peux sur le chat, Anna, peut-être partager nos adresses mail. N'hésitez pas à nous envoyer un mail. On vous transmettra le guide d'entretien qui, justement, alors que nous, on utilise, qu'on a construit, alors il y a sûrement des choses qui sont perfectibles, mais c'est vraiment celui qu'on utilise, nous, au sein du cabinet, où on aborde à la fois les compétences et puis des éléments de motivation et de personnalité. Donc, on vous le partagera avec grand plaisir. Ouais. Donc, pour les personnes que ça peut intéresser, je vais vous donner mon adresse mail et ensuite vous revenez vers moi et je vous ferai un retour avec ce document-là. Donc, ce sera anna, A2NA, @workandnew.fr parce qu'en fait, là, je n'ai pas d'onglet où diffuser. Je vais essayer de trouver. Sinon, si vous avez de quoi noter, voilà, vous revenez vers moi, il n'y aura pas de problème. Ou sur LinkedIn, un message ou Facebook. Ensuite, comment mesurer efficacement l'écart entre l'image employeur communiquée et celle perçue par les candidats? Ah, pas évident. Comment mesurer l'écart? Je dirais, alors là, je n'ai pas de réponse entre guillemets toute faite avec des KPI qui seraient mesurables, mais je dirais, ça, vous le voyez si au moment de l'intégration du collaborateur, il y a une vraie rupture de confiance. C'est-à-dire entre la communication et tout le processus que vous avez pu mettre en place qui fait que le collaborateur il arrive dans l'entreprise, une fois qu'il arrive,
s'il se rend compte qu'entre la communication et tous les échanges qu'il a pu avoir, finalement, il y a un vrai décalage quand il arrive dans l'entreprise, là, il y a un vrai risque. Moi, ce que je vous conseille, c'est, alors que ça soit avec le manager, avec les RH, déjà peut-être de faire un point à la fin de la première semaine, un petit point d'un quart d'heure, le vendredi après-midi, comment s'est passée ta première semaine, etc. Essayer de récupérer les informations, faire un point au bout d'un mois. Et ça vous permet, entre guillemets, déjà de désamorcer et de prendre, entre guillemets, la température. Mais c'est vrai que d'avoir des KPI ou d'avoir des indicateurs qui vont vous permettre de manière précise de dire, bah, tiens, il y a ce décalage ou pas, non, moi, ça me paraît compliqué. Je n'ai pas de solution miracle là. C'est plutôt pour le prévenir et pour vraiment mesurer cet impact-là, c'est vraiment voilà, quel est le retour. Et même à la limite, vous pouvez peut-être même, si vous voulez vraiment avoir un suivi dans le temps, etc., c'est ce petit entretien que vous avez peut-être à la fin de la première semaine ou à la fin du premier mois, c'est de le formaliser de façon à ce que vous puissiez le garder, garder l'historique de ces échanges-là, capitaliser après avec l'ensemble des retours que vous avez pu avoir, de façon à avoir de la data derrière et puis vous dire, attends, on a intégré